C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine macro qui aura été dense en matière d'informations statistiques en Europe et aux États-Unis. Dernière information en date, c'est le marché du travail américain qui reste particulièrement solide. Voilà plus d'1 an que les chiffres de l'emploi mensuel aux États-Unis surprennent à la hausse. Les chiffres qui ont été publiés en début d'après-midi pour le mois de mai ne font pas exception à la règle, avec même un écart par rapport aux attentes, par rapport au consensus des économistes qui est spectaculaire. Le consensus médian, moyen attendait 190 000 créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier. On est à plusieurs écarts types au-dessus de cette moyenne, puisque les États-Unis, en première estimation en tout cas, ont créé 339 000 emplois au mois de mai, ce qui est un chiffre évidemment spectaculaire, peut-être même un des chiffres hors normes qu'on peut avoir pour le marché du travail américain. Le chiffre sera certes révisé au cours des prochaines semaines et des prochains mois, mais ça n'enlève rien à cette dynamique du marché du travail qui reste particulièrement solide. L'emploi aux États-Unis ne donne pas le sentiment, en tout cas, que l'économie américaine pourrait plonger rapidement en récession. Le voyage vers la récession américaine pourrait donc prendre encore un peu plus de temps que prévu. Vous aurez le détail des chiffres dans un instant avec Alix Nguyen. Ce chiffre aura forcément des implications en matière de politique monétaire, avec à minima un débat qui sera certainement très ouvert au sein du FOMC sur l'idée d'une pause ou d'un nouvel ajustement à la hausse qui serait rendu nécessaire par ces chiffres d'emploi. Les prochains meetings de Banque Centrale, Fed et BCE se tiendront dans 2 semaines maintenant. Nous reviendrons également sur l'obsession du moment pour les investisseurs, le thème de l'IA générative, qui a d'ailleurs permis au Nasdaq de se décorréler complètement de la tendance des marchés globaux tout au long du mois de mai, avec une performance spectaculaire tirée par une poignée de valeurs emblématiques, des grands gagnants identifiés de cet essor spectaculaire de l'IA générative. L'emblème, l'exemple parfait étant évidemment le groupe Nvidia, qui a été le groupe vedette au cours des dernières séances et des dernières semaines, entraînant avec lui le Nasdaq vers de nouveaux sommets récents. Ce sera un des grands sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque premier vendredi du mois, ce sera un quart d'heure consacré à un cas d'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan Associés. Le cas ce mois-ci nous amènera à parler d'une société suédoise, MIPS, et nous entraînera dans le monde des solutions de protection pour casques de vélo ou casques de chantier. C'est Marc Evgen, associé gérant chez Clartan Associés, qui sera avec nous à partir de 17h45 pour ce décryptage d'un cas d'investissement. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous en ouverture d'émission. Alix Nguyen, après un mois de mai qui aura été un mois de consolidation, le mois de juin, depuis hier, a très bien démarré sur les marchés avec des indices actions en Europe qui sont en belle hausse en cette fin de semaine. Oui, le marché digère la nouvelle d'un marché du travail américain qui reste très robuste. En mai, l'économie du pays a enregistré 339 000 nouveaux postes de travail. C'est bien plus qu'anticipé. Le taux de chômage s'est élevé à 3,7%. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,3% d'un mois à l'autre. On remarque que les rendements obligataires américains se tendent. Et puis, autre conséquence directe, l'euro recule face au dollar. Et puis, soulagement général quant au dossier du plafond de la dette américaine. Le marché peut enfin clore le chapitre après l'adoption par le Sénat d'une loi bipartite. Elle permet aux États-Unis d'éviter ce qui aurait été un premier défaut de paiement. Côté valeurs américaines, la société Lululemon Athletica bondit à Wall Street grâce au relèvement de ses prévisions de vente et de bénéfices. Dans son sillage, l'action Nike grimpe. Et puis on retiendra également le petit stress du jour dans le monde des télécoms et des télécoms américains, notamment avec le rapport qu'Amazon est en train de réfléchir à une offre de
téléphonie mobile. Et oui, le groupe a pour projet de mettre en place une offre de téléphonie mobile pour fidéliser ses membres Prime à bas coût, voire gratuitement. Orange recule, mais la chute la plus impressionnante est à Francfort avec Deutsche Telekom. BT Group et Telefonica reculent aussi. En Europe, les immobilières sont dopées par les spéculations sur le groupe suédois SBB. Selon Bloomberg, SBB en difficulté financière suscite l'intérêt de plusieurs investisseurs, dont le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield. Le compartiment profite aussi des informations selon lesquelles la Chine prépare de nouvelles mesures de soutien pour le marché immobilier. Côté matières premières, enfin, les prix du pétrole poursuivent leur hausse avant la très attendue réunion de l'OPEP+, et profitent du retour du goût du risque chez les investisseurs. Le gaz, en revanche, reprend sa baisse. Lundi, il y aura la publication des indices définitifs PMI d'activité dans les services en Chine, en zone euro et aux États-Unis. On suivra aussi les nouvelles annonces d'Apple. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Pour décrypter les mouvements de la planète marché, Léa Dunant-Châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Aymeric Didet d'être ce soir en plateau également. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame. Et à nos côtés, enfin, Alexandre Drabovic, directeur des investissements d'Indo-Suez Wealth Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir pour cette première participation à Planète Marché. Vous avez droit à la parole pour commencer ce tour de table, Alexandre. Je voulais qu'on dise un mot quand même de l'emploi américain, de toute la série de données macro qu'on a pu avoir d'ailleurs côté américain à 2 semaines de la prochaine réunion et décision de la Réserve fédérale américaine. C'est vrai que sur le front de l'emploi, tout le monde attend de voir un refroidissement. Enfin, non seulement il n'y a pas de refroidissement, mais on a l'impression qu'on est toujours dans une forme de tension, voire de surchauffe, en tout cas en matière de création d'emplois dans ce rapport mensuel américain. 339 000 emplois créés, ça nous place quand même dans des chiffres qui restent relativement hors norme, il faut le dire, Alexandre. Oui, tout à fait. Alors, le résultat est spectaculaire. Il y a des révisions, ensuite, également sur les séries précédentes. Mais finalement, c'est l'un des rapports les plus bizarres qu'on ait connus dans l'emploi ces derniers temps. Parce qu'on parlait de ça, on a le taux de chômage qui a fortement progressé. Alors, il a progressé de 3,4 à 3,7, ce qui, historiquement, reste très, très bas. Malgré tout, avec une telle croissance du nombre d'emplois, on peut se poser la question, comment peut-on avoir un taux de chômage qui augmente ? Alors, l'une des théories, mais là, je pense qu'il y aura beaucoup d'économistes qui vont écrire dans les jours à venir, parce qu'en général, on trouve toujours la raison. A posteriori. Voilà, exactement. Toujours plus facile. Mais voilà, en discutant avec une de mes collègues américaines, elle me disait, il y a peut-être aussi le fait que beaucoup d'Américains recherchent un second emploi, avec une certaine détérioration, finalement, de leurs conditions de salariés, soit parce que l'inflation aujourd'hui veut dire que vous avez besoin de trouver un second job pour augmenter votre pouvoir d'achat. C'est l'une des thèses éventuellement retenues. Mais moi, ce que je retiens quand même dans ce chiffre, c'est qu'on a quand même une économie américaine extrêmement résiliente. Le consommateur américain est très résilient. Pourquoi ? Parce que l'adage aux États-Unis, c'est « j'ai un job, je suis heureux ». Et aujourd'hui, finalement, ça se concrétise dans une économie qui va plutôt bien. On a totalement oublié le stress financier du mois de mars. L'économie repart, les marchés financiers évidemment se portent bien, mais ça soulève évidemment la question des taux. Ouais. Alors bien sûr, non mais sur le marché du travail c'est intéressant. Je regardais aussi. Alors on regarde souvent aussi la participation au marché du travail et on considère effectivement qu'elle est jamais revenue sur les niveaux d'avant Covid, etc. On est à 62,6 pour la participation de la force de travail au marché de l'emploi américain. Mais quand on regarde par segment de population, pour la population prime age, qui est vraiment le gros du marché du travail américain, on est sur des taux de participation records qu'on n'a pas vus depuis 20 ans. Quand on regarde aussi des données qualitatives par rapport au taux de chômage chez les personnes latinos ou chez les personnes afro-américaines, qui sont mesurées très spécifiquement aux États-Unis, le chômage des personnes afro-américaines aux États-Unis était au plus bas historique. Il y a quand même une qualité, une inclusion, on va dire, dans cette dynamique de l'emploi aux États-Unis qu'on n'a pas observé depuis des décennies peut-être. C'est vrai, mais on l'observe également quand on regarde le nombre d'emplois qui sont actuellement ouverts aux États-Unis. On est encore à 10 millions. Alors certes, on est allé à 12 millions post-Covid, mais on est largement au-dessus de la moyenne entre 6 et 8 millions qui était pré-Covid. Donc on voit bien que finalement, le marché se porte bien.
Il y a énormément de création aujourd'hui d'emplois. Les employeurs aujourd'hui ne veulent pas se délester de leur force de travail parce qu'ils ont peur finalement de ne pas pouvoir la récupérer plus tard. Et c'est là où le phénomène est différent des récessions ou des ralentissements économiques précédents. Est-ce qu'il y a d'autres données statistiques en provenance des États-Unis qui viennent contrebalancer un petit peu le message que nous renvoie la photographie du marché du travail, ou est-ce que forcément la Fed va devoir rouvrir la question d'une nouvelle hausse de taux, peut-être dès le prochain meeting de juin, ou peut-être pour le meeting de juillet qui se tiendra les 25 et 26 juillet, Alexandre? Honnêtement, je pense que même la Fed ne le sait pas encore aujourd'hui. Soyons très humbles là-dessus. Et je pense que là-dessus, il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, on a une économie qui est résiliente. Et ça, elle doit s'en féliciter quelque part parce que ça fait partie de son mandat. Ensuite, sur le front de l'inflation, on a quand même vu une certaine décélération quand même s'opérer. On l'a encore vu hier dans le dernier chiffre ISM sur la composante des prix. Elle était en forte contraction. S'effondre. Donc finalement, pour elle doit se dire, finalement, j'ai peut-être terminé mon job. Est-ce que je dois faire encore 25 BP peut-être au mois de juillet? En tout cas, le marché aujourd'hui, il se dit, OK, 50-50 pour le mois de juillet. Pourquoi 50-50? Parce qu'on ne sait pas trop. Donc on se dit, on a une chance sur deux de le faire. Nous, notre vue aujourd'hui chez Indosuez, c'est que la Fed devrait plutôt être en position d'avoir atteint son plateau. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on a eu une crise financière au mois de mars sans précédent. Plus elle pousse les taux d'intérêt trop élevés, plus elle va avoir un stress sur son système bancaire. Et ça, la Fed, je pense que M. Powell aujourd'hui ne doit pas très bien dormir la nuit. Sa préoccupation numéro 1 avant l'inflation et le plein emploi, c'est la stabilité financière. Il l'a gagné pour l'instant et elle est de retour, mais je ne pense pas qu'il ait envie de se retrouver dans le même schéma du mois de mars. C'est quand même fascinant, Aymeric. Ça fait 12-18 mois qu'on essaye de capter le timing de la récession américaine. 12-18 mois qu'on reporte toujours un peu plus loin cette destination dans le temps. Alors c'est que plus le temps passe, plus on est prudent avec cette idée de se dire qu'on reporte éternellement l'idée de la récession. Mais bon, on a l'impression quand même que le voyage vers cette récession / soft landing peut prendre encore un peu plus de temps que ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines. Et c'est quelque part un peu une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, on a quand même une excellente nouvelle. On a une économie qui est extrêmement vigoureuse aux États-Unis. Parce qu'il faut bien voir aussi qu'ils ont mis en place beaucoup d'aides pour contrer l'inflation en vue des ménages les plus pauvres. Donc en fait, c'est ceux qui sont le plus aidés et ceux dont la consommation repart fortement du coup à la hausse. Donc ceux qui permettent de faire toute cette consommation qui tient aujourd'hui l'économie américaine. Et c'est ça qui permet à l'économie d'avoir cette résilience qu'on connaît aujourd'hui et qui en plus est aidée par un deuxième phénomène qui est le phénomène des marchés financiers. C'est autoréalisateur, très clairement, mais ça joue énormément aux États-Unis puisque quand les marchés financiers vont bien, le consommateur qui a quand même puisé pendant ces 3 dernières années énormément dans son épargne, aujourd'hui, ce qui lui reste en tout cas d'épargne, quand au moins ça va bien, c'est une très bonne nouvelle pour soutenir l'économie américaine. Donc aujourd'hui, récession par récession, c'est très dur à dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive quand même, quoi qu'on en dise, normalement, à la fin de la période de hausse de taux. Elle a été extrêmement rapide, d'une violence sans nom, parce que c'est jamais arrivé qu'on monte les taux aussi vite, aussi fort aux États-Unis. Ça a tenu. L'emploi a tenu, on le voit encore aujourd'hui, c'est génial. L'emploi tient très très bien, on est sur des niveaux qu'on aurait tous rêvé d'avoir avec une telle hausse de taux aussi rapide. Donc pour nous, on est plutôt à se dire, next step. Et c'est ce que disent les marchés aujourd'hui. Le marché américain qui continue de monter, qui est aujourd'hui avec un Nasdaq certes à 30% de hausse, ou même un S&P presque à 2 chiffres, il faut être clair. Le marché continue d'être très vigoureux parce qu'il regarde l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? C'est, on aura peut-être une micro-récession, peut-être un super soft landing, mais en tout cas, pour le moment, l'économie va bien et finalement, on va s'en sortir. Et ça veut dire qu'il y a un moment donné, on va commencer à parler le gros mot qui est aujourd'hui baisse de taux. Moi, je ne pense pas que ça sera contrairement à ce que beaucoup disent. Non, c'est un pricing de baisse de taux qui s'est quand même un peu épuisé, un peu évaporé au fur et à mesure des données qu'on peut avoir depuis quelques jours, quelques semaines. Mais il y a un moment, on ne va plus du tout parler de hausse de taux, on ne parlera plus que quand est-ce qu'on va baisser les taux. Et ça, je ne pense pas que ça soit forcément pour cette année, mais à mon avis, on risque d'avoir quelques surprises. Et ça, c'est super bon. Et c'est un autre super soutien au marché financier. C'est compliqué, parce que c'est vrai que le voyage continue. En même temps, on sait que les moments de rupture peuvent arriver, que tout n'est pas toujours linéaire dans la macroéconomie, Léa. Mais enfin, c'est compliqué, quand on réfléchit à différents scénarios, d'écarter
une probabilité importante pour un scénario de soft landing Je suis complètement d'accord, et je partage ce qui vient d'être dit. Force est de constater, je pense, malgré les chiffres, qu'on arrive quand même sur la fin de cette hausse des taux. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que les États-Unis, Powell va être extrêmement prudent. Je pense qu'en fait, tout ça est une bascule extrêmement fine à trouver. Oui, d'ailleurs, le marché intègre un possible nouvel ajustement de 25 points de base, estimant que ce sera le dernier. Exactement. Le marché ne se dit pas on repart pour un cycle de hausse de taux ou encore un chemin long devant nous. Et nous parlons de 25 points de base. Rappelons-nous de quoi on parlait l'année dernière. Donc finalement, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Et c'est précisément parce que je pense que les chiffres sont bons, finalement, c'est une bonne nouvelle. Donc, ne touchons pas trop à cet équilibre, ça a l'air de fonctionner. Et alors, par contre, laissons le temps faire les choses. Bien sûr. Par contre, effectivement, cette récession-là, je suis d'accord, elle s'éloigne. Elle s'éloigne aux États-Unis, alors qu'il y a 3 mois, c'était là où on l'a pensé la plus près. Q2, Q3, peut-être maintenant Q4. Finalement, on la retrouve un peu en Europe, en Allemagne. Bon, ça fait pas plus de bruit que ça. Le UK s'en sort un peu mieux. Donc c'est vrai que cette peur-là, elle s'estompe fortement, malgré, et là c'est mon rôle forcément de gérant qui ressort, malgré un discours toujours très, très prudent des entreprises quand même, parce que cette croissance forte, cette consommation des ménages qui reste positive, en tout cas dans les chiffres, ne se reflète pas, et de moins en moins, en tout cas, dans les carnets de commandes. Il y a eu beaucoup de warnings, notamment aux États-Unis, sur les volumes. Dans beaucoup de secteurs. Ça, mais très largement compensé par les prix à ce stade. Eh bien sûr, mais pour moi, ça va être ça le point. C'est-à-dire qu'on a tous attendu une faiblesse du marché de l'emploi qui n'arrive pas pour se dire ça sera probablement la pierre angulaire pour faire tomber le marché action, au moins temporairement. Ça ne viendra pas, c'est très clair. Par contre, ce qui va probablement se passer, c'est qu'à un moment, les entreprises vont finir par expliquer que ce soutien-là de la consommation qu'elles ont eu et cette capacité à passer les hausses de prix ne sera plus là. Moi, je ne peux pas imaginer qu'à la fin de l'année, on aura encore, et ça se voit d'ailleurs dans les prévisions d'IPS, qui sont franchement de l'ordre de l'épaisseur du trait pour cette année, qu'on aura des résultats excellents. Vous dites soft landing pour l'économie américaine. Pourquoi pas soft landing pour les marges des entreprises? C'est encore à prouver. Exactement. Ouais, mais exactement. Il y a quand même l'idée, et ça commence à pointer dans le discours de certaines entreprises, de dire, voilà, le pic de notre pricing power est peut-être atteint, et maintenant, on va regarder un peu plus les volumes. En ajustant un peu les prix qu'on a fortement augmentés, on espère aussi retrouver des volumes. Oui, mais les hausses de salaire, absolument, elles vont se faire sentir aussi à partir de maintenant, d'une certaine manière. Tout à fait. Donc il y a quand même une partie de la demande, du pouvoir d'achat, de la demande finale qui va se retrouver resolvabilisée en partie avec ce phénomène un peu temporel. Tout à fait. Alors, je ne crois pas du tout au rétropédalage des entreprises sur les prix. On ne l'a jamais vu et ça sera très compliqué. On ne le verra pas. C'est d'où le fait du volume. Par contre, ce que ça dit à demi-mot, c'est que finalement, cette baisse des taux, elle ne va pas arriver tout de suite. Parce qu'en réalité, cette inflation, même si elle montre des signes un peu de ralentissement, elle va rester quand même relativement haute structurellement un petit moment. Donc on va avoir un plateau, c'est certain. Alexandre, sur les marges des entreprises, effectivement, qui restent à des niveaux, enfin en IPS, on reste quand même à des niveaux très très élevés. On peut avoir un soft landing des marges aussi des entreprises, ou c'est plus risqué d'imaginer ce phénomène? Pour être un peu provocateur, c'est un peu ce fameux mirage qu'on avait tous sur la récession économique, la récession des profits, l'effondrement des marges des entreprises. Rien de tout ça n'est arrivé. Non. Donc il y a 2 grandes leçons, selon moi, sur la saison des résultats de manière générale. C'est qu'à l'inverse du monde des taux, où on raisonne en réel, sur les actions, on raisonne plutôt en nominal. Bien sûr. Et effectivement, alors, il peut y avoir de la controverse sur la façon dont les entreprises ont mené l'inflation et l'augmentation de leurs prix. Donc effectivement, on a une croissance du chiffre d'affaires, on n'a pas un effondrement derrière des marges. Donc finalement, on a des profits qui sont en train de croître, plus ou moins la vitesse de l'inflation. Qu'on se retrouve finalement à des actions. On disait dans les livres académiques que dans des régimes d'inflation plus ou moins stables, les entreprises investir dans les sociétés cotées en bourse, c'est une façon de se prémunir contre l'inflation. Effectivement, la question va être, est-ce qu'on va préserver ces marges? En tout cas, quand on écoute les entreprises, alors il y a certaines évidemment qui font des avertissements sur les résultats, globalement, elle reste confiante. Alors, pour rebondir sur l'un des sujets que vous voulez aborder plus tard, mais je regardais tout à l'heure des chiffres incroyables, on regardait la baisse des entreprises qui font référence à la récession ou à l'inflation dans leur transcript des résultats. Ça a été divisé par 2 sur cette saison de résultats. Alors en miroir, évidemment, celui qui a explosé,
Intelligence L'IA, bien sûr, oui. Mais c'est une fois par minute. De voir, finalement, avant tout le monde se focaliser en disant à chaque fois on prononce le mot récession, alors qui est toujours présent quand on regarde le résultat des bancaires ou du secteur immobilier. Eux, évidemment, la préoccupation, évidemment, c'est la récession. Mais le reste des secteurs, aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Ouais, intéressant. Bon, est-ce qu'il y a un mot à dire aussi? Alors peut-être c'était un des faits macro de la semaine, la marche à la baisse qu'on a pu observer sur l'inflation en zone euro cette fois, Aymeric. Bon, c'était le cadeau d'anniversaire pour les 25 ans de la BCE. Hein exactement. Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ça soulage un peu tout le monde de voir enfin ce cycle de désinflation peut-être vraiment commencer aujourd'hui en Europe? Il s'est enclenché un peu partout dans le monde. Il n'y avait pas de raison qu'en Europe, il ne soit pas également présent. Plusieurs phénomènes. Évidemment, il y a les matières premières qui sont beaucoup plus faibles déjà. Et puis, c'est les premiers effets quand même si elle a eu évidemment beaucoup de retard, Madame Lagarde. Pour le coup, on commence à avoir aussi les effets des hausses de taux. Donc ça se traduit sur l'inflation, tant mieux. Et c'est surtout partout dans la zone euro. Donc pour le coup, c'est une très bonne nouvelle. Donc là aussi, on a des économies en Europe qui tiennent aussi très très bien. Rappelez-vous, avant tout ça, avant la guerre en Ukraine, et il y a plus d'un an, l'économie européenne nous surprenait par sa vigueur et justement par son marché de l'emploi, sa croissance. On était plutôt très serein. On retrouve un peu ce côté résilience que peut avoir l'Europe, qui a très bien subi cette période-là, qui a bien encaissé. Et finalement, aujourd'hui, on voit le chiffre d'inflation est parfaitement dans la tendance, donc baisse de l'inflation. Donc là aussi, on va dans le bon sens. On ne pense pas là aussi que la Banque Centrale Européenne va devoir peut-être quand même encore faire un petit effort, parce que évidemment, le retard qu'elle a, il va falloir qu'elle l'assume. Donc il va falloir quand même continuer cet effort qui doit être fait en Europe, mais il sera productif des mêmes effets. C'est-à-dire qu'on va avoir une poursuite de la baisse de l'inflation et du coup une économie qui va s'en sortir relativement bien aussi en Europe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que, grosso modo, l'emploi va être bon et que la croissance, on va peut-être aussi éviter, en tout cas la hard recession. On peut, pour le moment en tout cas, mettre ce scénario de côté et tant mieux. Encore une fois, tant mieux. Regardons devant, et devant, c'est plutôt pas forcément un horizon extrêmement clair, parce qu'évidemment, il va y avoir des surprises, mais en tout cas, c'est plutôt beaucoup mieux qu'il y a 3 mois. Alexandre, le playbook américain est une bonne référence pour l'Europe en matière de désinflation. Je vois quand même pas mal de gens qui de plus en plus soutiennent l'idée que le processus de désinflation en Europe, et je parle de l'inflation endogène bien sûr, sera plus long, prendra plus de temps que ce qu'on observe ou ce qu'on aura pu observer côté américain. C'est une idée que vous partagez? Oui et non. C'est bien. Double réponse, mais en fait, dans un sens, c'est qu'effectivement, on a un double choc aux États-Unis, offre et demande, alors qu'en Europe, c'est différent. Donc, on a effectivement cette désinflation, on va dire un peu de fin de cycle qui est en train d'arriver. Là où on est en retard, en fait, en Europe, ce qui est différent, en fait, des États-Unis, les États-Unis ont un marché du travail extrêmement flexible qui s'ajuste très, très vite au niveau des salaires. Donc, il s'ajustait il y a bien longtemps. Ouais. En Europe, les négociations salariales, elles sont beaucoup plus longues. Elles sont des fois douloureuses également. Et c'est ce que la Banque centrale nous a dit, européenne, Lagarde, elle est quand même très précautionneuse par rapport un petit peu à ces résultats de négociation pour voir réellement l'amplitude d'ajustement des salaires et l'impact que ça va avoir en fait sur l'inflation. Là, effectivement, on peut se féliciter de ces chiffres d'inflation qui sont bienvenus. C'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a 3 à 6 mois de ça, on s'imaginait qu'on allait durablement rester sur des niveaux beaucoup plus élevés, donc elle doit être relativement contente de ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu, et notamment parce qu'il y a un effet en fait retard avant que tout ça va se transmettre en fait sur les chiffres officiels. Donc, il est fort possible que la BCE fasse potentiellement un peu plus. Néanmoins, alors c'est vrai que l'économie a été résiliente. On a quand même la plupart des pays, à part l'Allemagne, évité cette fameuse récession. Il y a un an en arrière, rappelez-vous. On s'imaginait même 6-9 mois. Bien sûr. Devant la maison et se chauffer à la bougie. C'était le blackout. Voilà, ce n'est pas arrivé. Non. Néanmoins, on est quand même sur des chiffres de croissance. Médiocre. Remonter les taux à 3,75, 4% en Europe, ça va commencer à devenir quand même assez pénalisant. Ce qui est intéressant sur les salaires, c'est qu'effectivement, on voit...
c'est le fonctionnement du marché américain. Le pouvoir de négociation est beaucoup plus isolé, salarié par salarié. En Europe, c'est souvent encore, en Allemagne notamment, Pays-Bas, des pays importants, c'est des grands rounds de négociation. Enfin, on s'engage non seulement sur les salaires 2023, mais sur 2024, et parfois même en Allemagne, sur le début de 2025. Absolument. Donc ça crée une rigidité quand même. Je ne parle pas des négociations entre industriels de l'agroalimentaire et distributeurs. Non, mais il y a ce principe de rigidité qui va se ressentir sans doute chez nous plus qu'aux États-Unis. Absolument, à l'exception de l'Angleterre où là, ils ont été Oui, je les mets flexibles. plutôt côté anglo-saxon. Voilà, oui. absolument. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que la flexibilité du marché du travail aux États-Unis et en Angleterre va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils seront capables de se réadapter dans l'autre sens, ce que nous ne serons pas capables de faire. Et c'est là où je suis d'accord, l'inflation en Europe a des sources différentes de celles qu'on a aux États-Unis. Les salaires en partie, parce que ça va être structurel. On ne rebaissera pas, IG Metall ne va pas aller discuter avec Volkswagen dans 3 ans pour baisser de 5% les salaires. Ça n'arrivera pas. Et il y a l'énergie. Il y a l'énergie qui est quand même encore un sujet. Et donc, ça plaide quand même pour un atterrissage beaucoup plus long, je suis tout à fait d'accord, en Europe qu'aux États-Unis. Bon, venons-en à l'autre obsession du moment. Donc, il y a l'inflation, toujours, et puis l'IA générative. Donc, avec le moment... Alors, c'est un analyse de Forrester qui décrivait ça l'automne dernier. Donc, ça remonte déjà l'émergence de ChatGPT dans nos vies, qui était perçue comme le moment iPhone de l'intelligence artificielle. Je trouve que la comparaison est très pertinente, très parlante. On n'a pas inventé l'IA avec ChatGPT. En revanche, on a ouvert les yeux du monde sur les usages et les applications potentielles que ce genre d'outil va pouvoir nous apporter. Comment vous regardez ce phénomène, le battage médiatique, l'envolée de quelques stocks spécifiques essentiellement sur le marché américain aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà un moment bullesque? Est-ce que c'est l'ouverture d'un thème qui va nous accompagner pendant des années et qui sera beaucoup plus large que simplement le thème tech Nvidia que tout le monde a en tête aujourd'hui? Aymeric. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est à regarder de très très près parce que ça distorde totalement les indices. Aujourd'hui, il faut bien regarder que sans l'intelligence artificielle, sans Nvidia et compagnie, si on enlève les 5 valeurs liées à ça dans le S&P 500, notre S&P 500, il fait péniblement une performance légèrement positive depuis le début de l'année. Donc déjà, il faut, c'est pour ça, rien que pour ça déjà, on est obligé de regarder ce phénomène-là. 2, est-ce qu'il y a un phénomène de bulle ou pas? Qui est concerné? Ça, c'est vraiment le deuxième sujet. On parlait de la première bulle Internet. Là, maintenant, on va peut-être parler de la deuxième bulle aujourd'hui, technologique, dans le sens où on risque d'avoir... On a tous les phénomènes aujourd'hui qui se sont passés en 2000. On mettait .com en 2000, on était dans le bon côté de la cote. Et derrière, on finançait des entreprises qui n'étaient pas rentables, des industries qui n'étaient pas rentables, qui n'avaient pas encore prouvé leur efficacité. Aujourd'hui, on est un peu dans la même histoire avec l'intelligence artificielle. Pas mal de professeurs de sciences et autres nous disent c'est un phénomène qui va potentiellement modifier l'environnement économique, notre façon de travailler, la création de valeur va être modifiée, mais ça va prendre du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il va y avoir des gagnants. Ça, c'est ce que nous a appris le passé, c'est que de temps en temps, il faut investir sur les gagnants. Les leaders, ça peut marcher. Je passe Apple, Google et compagnie dans les années 2000. Finalement, c'est les grands leaders d'aujourd'hui. C'est marrant, mais on retrouve les mêmes aujourd'hui. On retrouve Google, on retrouve Microsoft, on va retrouver ces géants. Et donc aujourd'hui, notre but, ça va être de dire, bon, bah voilà, il se passe un phénomène qui est extrêmement important. Faut pas le négliger, faut pas le mettre de côté. Faut chercher les gagnants de demain. Donc aujourd'hui, évidemment, on a vu Nvidia. Mais aujourd'hui, la liste des valeurs qui sont touchées par l'intelligence artificielle, on commence à avoir une liste avec Palantir, avec donc Microsoft, Google, Nvidia, Apple, Amazon. On commence à faire la liste. En Europe, on aura peut-être les fabricants de semi-conducteurs. Et puis, on regarde quelles sont les valeurs qui vont être concernées. On voit, par exemple, dans le secteur de la santé, l'imagerie médicale nous dit tout de suite, on va être extrêmement impacté par l'intelligence artificielle, ça va nous aider énormément. Donc, très bien, on va aller chercher ces valeurs-là parce qu'on sait que les marchés financiers sont capables, certains disent le terme overshooter, sur l'enthousiasme boursier, oui, il est parfois un peu si on immédiat. On ne participe pas à ces phénomènes-là, on en revient à ce que je disais il y a une minute,
les indices ne font pas de performance. Il faut être sur ces valeurs-là. Si on fait de la gestion active, on doit participer aujourd'hui à cette envolée de titres. Mais c'est un vrai thème. C'est-à-dire que c'est pas... alors, sans remonter au .com... mais blockchain, crypto, métavers, moi, encore une fois, je l'ai raconté tout au long de la semaine, je me souviens d'une séance il y a quelques années où Carrefour publie un communiqué au moment blockchain, hein, donc pour dire, nous, dans la logistique aussi, on utilise la blockchain. Bon, très bien, c'est un outil parmi d'autres. Ça n'a pas changé le modèle économique de Carrefour, ça n'a pas changé le statut boursier de Carrefour. Là, j'ai l'impression que c'est un thème qui est un peu plus puissant quand même qu'une simple mode de marché. Oui, c'est un peu plus puissant. C'est fait par des acteurs aussi qui sont plus organisés aujourd'hui et donc par des grands leaders internationaux. Donc là aussi, on n'est pas dans quelque chose non plus qu'on ne connaît pas et qui n'existait pas il y a 5 ou 10 ans. L'intelligence artificielle, elle existait déjà. Regardez ce que faisait Google au départ. Bien sûr. Au départ, le moteur de recherche, quelque part, c'est de l'intelligence artificielle qui va aller chercher les sites et qui va nous permettre de trouver des sites de façon la plus intelligente, quelque part, possible, donc, et la plus rapide. Donc déjà, c'était des prémices de ce qui existe. Le module Siri chez Apple, il existe déjà depuis des années. Et il nous répond. Donc quelque part, on a déjà une technologie qui a des effets et qui est quelque part qui est applicable avec des applicatifs qui sont déjà en place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être plus serein dans le fait d'accompagner ce mouvement-là. Alors, est-ce que c'est cher, c'est valorisé? Est-ce qu'on ne va pas, peut-être, sûrement, les marchés financiers savent très bien faire ça, on le sait. Mais on ne peut rien contre l'enthousiasme de la bourse. Celui qui était noir en 99 ou 2000, il n'a pas fait de performance, il n'a pas fait les 50% de hausse du marché. Alors, il n'a peut-être pas fait la baisse derrière, mais c'est ça qui nous donne encore de l'intérêt à ce métier, à la gestion active. Bon, le thème de l'IA, est-ce que c'est un vrai thème de marché avec, encore une fois, l'univers, la profondeur d'investissement, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, qu'on pourra avoir, et thème aussi dans le sens, ça ne concerne pas juste un secteur. Aujourd'hui, celui des semi-conducteurs, qui est le trade le plus évident pour le marché, et c'est tout à fait légitime. Il y a une certitude qu'un fabricant de composants comme Nvidia est déjà un gagnant de cet essor du GPT et de l'IA générative. Pour le reste, quand on se projette sur des horizons moyen-long terme, j'ai l'impression que le marché est beaucoup plus dubitatif, ou en tout cas beaucoup moins consensuel. Il y aura forcément des gagnants, mais est-ce qu'avant de gagner, je ne vais pas perdre ? Et si je perds, est-ce que je ne vais pas rester pénalisé longtemps avant de trouver une manière de profiter moi aussi de l'IA, et bien au-delà des secteurs technologiques? C'est un thème qui va au-delà de la tech aujourd'hui. Ai-je le droit de dire en introduction que j'ai du mal à utiliser mon téléphone et l'intégralité de toutes les applications que j'ai, donc tout ça est très nébuleux pour moi. C'est juste pour placer le contexte et justement prendre un tout petit peu de hauteur. D'abord, dans la philosophie, on est dans une logique totalement disruptive, c'est schumpeterien cette approche, de se dire est-ce que si ça marche, est-ce que si ce qu'on nous vend, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, en quoi c'est différent de la blockchain, par exemple, c'est tout simplement parce qu'on est en train de dire qu'il y aura des cerveaux qui pourront fonctionner à la place des cerveaux humains demain pour faire les choses mieux, plus vite, avec moins d'erreurs. C'est ça la promesse, à laquelle on n'est pas encore arrivé. Hein, mais le chemin, c'est celui-là. Donc effectivement, si ça fonctionne, c'est révolutionnaire. C'est ça le concept. C'est révolutionnaire partout. Ça, c'est aussi une grande nouveauté. C'est-à-dire que la médecine, effectivement, mais parlons avec Dassault Systèmes de ce qu'ils font avec leur acquisition Medidata, qui date déjà il y a 4 ou 5 ans maintenant. C'est exactement ça. Donc, c'est pas nouveau. Et il y en a partout. Il y en a effectivement beaucoup dans la médecine. On parlait du big data. C'est un peu les prémices, le big data, de toute cette intelligence artificielle. On a réuni la donnée. On a fait des clouds et maintenant on va l'analyser et on va réfléchir. Google avec sa voiture autonome. C'est ça aussi, mais elle n'est toujours pas sortie vraiment, la voiture autonome. Non. Et ça fait, presque 10 ans. Ouais. Donc ça va être un temps très très long. Pour revenir sur le sujet boursier pur, c'est comme la biotech. Moi, j'aurais énormément de difficultés à m'engager, à dire c'est cette technologie, c'est cet acteur qui va gagner demain. Il faut être extrêmement fin connaisseur. Et il faut être capable de savoir quelle sera la technologie gagnante demain. Donc ça va être encore, à mon avis, d'un point de vue boursier, très dangereux. En revanche, il est forcé de constater que tous les grands acteurs ont été embarqués dans cette hausse. En Europe, nos 3 leaders, on va commencer par ASML, Dassault Systèmes, STM, ils sont tous partis avec la hausse. C'est super, ça veut dire qu'on peut jouer la thématique en allant sur des grands acteurs solides qui sont exposés au sujet. Oui, c'est ça.
Là, c'est pas de la bulle.com, quoi. Non. C'est des boîtes établies, Absolument. c'est des business models qu'on connaît. Exactement, ils ont des armées d'ingénieurs, ils vont développer dans leur coin, ils trouveront quelque chose, s'ils ne trouvent pas, ils chercheront. Enfin, donc moi, c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Donc ça veut dire quoi ? C'est le renouveau de la tech, qu'on a délaissé. De la hard tech. De la hard tech, exactement, qu'on a délaissé l'année dernière et personne n'avait vu revenir et qui est revenu très très fort. Donc ça va être dur de suivre. Je pense après que le thème qui va être important à suivre, c'est quel va être le business model qui sera construit autour de ça. ChatGPT a été montré comme un outil extrêmement puissant qui est encore à parfaire, mais il y a un élément qui n'a pas été du tout abordé pour l'instant, c'est quelle est l'utilisation de la donnée qui est faite, comment cette donnée est sourcée, quelle autorisation on a pour aller la chercher, comment on la paye, à qui on la vend. Mais personne ne s'est posé cette question. Par contre, tout le monde a dit, les grands acteurs qui utilisent de la donnée, je parlais de Reed Elsevier, qui est un acteur anglais qui consolide énormément de bases de données, notamment sur le juridique, mais aussi le médical, à destination des professionnels. Ils ont besoin de choses fiables, de choses qui sont... Donc, pour être fiable, il faut payer parce qu'il faut contrôler. Donc, c'est super, ChatGPT, il faut que ça progresse et il faut construire un modèle d'affaires. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Alexandre ? Est-ce que c'est déjà un thème de marché qui va nous accompagner pendant plusieurs années ? Est-ce qu'on en a déjà la conviction ? Est-ce que c'est aussi un thème macro ? C'est pas encore tellement abordé sous cet angle-là, mais voilà, tout le monde a l'intuition quand même qu'il y a un progrès ou une marche technologique qui va quand même modifier pas mal l'organisation des entreprises, les workflows, le travail. Et donc, il y a quand même une question macro qu'on sent venir. Évidemment, je dirais même au début, parce qu'on se concentre beaucoup sur les gagnants. Les 5 fantastiques, moi je les appelle comme ça. Ils ont pris 50% en moyenne cette année, formidable. Donc Microsoft, Google, Amazon, Nvidia bien sûr, et puis il y a eu Salesforce aussi, je crois qu'il en a bien profité, etc. Les GAFAM, les FANG, ça change d'acronyme, mais ça tourne toujours autour des mêmes. C'est un peu le problème d'ailleurs. C'est que finalement, pour jouer la thématique aujourd'hui, je le vois, chez nous, c'est la même chose. Pour la jouer positivement. C'est toujours les mêmes acteurs qu'on recherche. À l'inverse, ce qu'on observe aussi de maintenant, c'est que le marché est à la recherche des maillons faibles. C'est qui va être perdant. Il y a quelques semaines de ça, il y a quand même un éditeur de logiciels américain dans l'éducation qui a perdu 50% de ses résultats pour nous dire ChatGPT va nous détruire notre business model. Il y a même 10 jours de ça, pour ne pas la nommer, mais une banque américaine, on est très innovant dans la finance, a créé des paniers de valeurs. Et elle a créé un panier de valeurs exposé à l'AI. Et bien en fait, ça a été perçu par le marché comme étant les valeurs les plus à risque. Mais bien sûr. Et ce sont elles qui finalement se sont effondrées, alors que l'effet original était plutôt de dire, vous voulez vous exposer à une thématique, acheter ça, et en fait les gens se sont dit, non, c'est ça qu'il ne faut pas avoir. Ça, il faut shorter ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc il y a ce danger-là. Après, pour venir à la situation... Non, mais c'est intéressant parce que ça fait aussi un thème. C'est-à-dire voir en contrepoint que le marché identifie peut-être plus facilement d'ailleurs les perdants immédiats que les grands gagnants de demain. Ça nous dit bien que c'est un vrai thème transsectoriel. Oui, c'est plus facile de trouver les gagnants immédiats. Maintenant, c'est joué. Nvidia elle a pris 160%. Oui, c'est ça. Ces 5 plus gros stocks aujourd'hui traitent à 32 valos alors que le S&P est à 15. Donc bon, est-ce qu'on est en situation de bulle? Ça, en général, on ne le sait jamais une fois qu'elle a pété. Mais clairement, on est... tout le thème ne peut pas reposer sur seulement Nvidia, ça c'est sûr. Bien sûr que non. Après, d'un point de vue macro, je pense que l'une des vraies questions, si on en revient aussi à l'inflation, est-ce que l'IA est déflationniste ou inflationniste? Là, il y a des écoles. Moi, je suis plutôt dans le camp et l'école à dire que ça sera plutôt inflationniste. Pourquoi? Parce que, vous le mentionnez tout à l'heure, Nvidia, elle a une capacité de fixation de prix et elle va vendre sa puce à des prix stratosphériques parce que entre Elon Musk qui en commande des milliers et toute la planète en veut, il va y avoir au départ un effet évidemment inflationniste parce que tout le monde va devoir investir et dépenser. Sans parler des problèmes, évidemment, d'approvisionnement, parce que le silicone, il faut aller chercher plutôt en Asie. Et deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver des gens compétents pour développer ensuite toute l'intelligence artificielle. Et ça va être inflationniste au niveau salaire. Vous imaginez bien que tout d'un coup, tout le monde va vouloir avoir. À l'époque, c'était le spécialiste EG. Maintenant, ça va être le spécialiste intelligence artificielle. Ça peut être, dans un deuxième temps, déflationniste. Enfin, la question de la productivité, en tout cas, va se poser à un moment. Et je réfléchis au niveau macro, parce qu'on va
tous trouver des exemples, des anecdotes, effectivement, j'ai gagné un temps de dingue, j'ai gagné de la productivité, etc. Si ça reste localisé sur quelques métiers, quelques personnes, quelques groupes d'individus, très bien. Mais je veux voir les choses aussi au niveau macro de ce point de vue-là. C'est vrai, la tendance long terme, effectivement, ça serait plutôt déflationniste. Ça, on le verra, on verra dans le temps, j'ai tendance à dire. Mais c'est un peu la thèse, en fait, je dirais, qui est relativement simple. Mais il est certain que beaucoup d'acteurs vont pouvoir capitaliser sur l'intelligence artificielle. Raisonnons simplement, par exemple, dans le secteur bancaire. Vous imaginez bien aujourd'hui les gains de productivité qu'on pourrait faire dans le traitement des opérations, dans le reporting des clients, qui pourrait d'ailleurs être fait encore mieux grâce à l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'il va y avoir ce phénomène de création de valeur destructrice, et ça va certainement... les cartes vont beaucoup changer. Aymeric, il y a la question de comment est-ce que le sujet va être régulé. On a vu des régulateurs par rapport à Internet laisser les choses quand même se faire jusqu'à voir des groupes atteindre des tailles stratosphériques, et on voit bien qu'aujourd'hui réguler des boîtes qui font le PIB de la France, c'est un peu compliqué en fait. Est-ce que là la fonction de réaction des régulateurs dans les pays clés, il faut imaginer qu'elle soit un peu plus rapide? Elle va être rapide, elle va être obligatoire, et ça va peut-être même venir des entreprises elles-mêmes. On se souvient de Mark Zuckerberg qui avait participé aux négociations justement sur les données personnelles, sur la négociation autour de toute la régulation sur les données personnelles auprès du Congrès américain, parce que c'est une nécessité, c'est obligatoire. On touche à la data, aux data de nombre, de masse, donc on va être obligé de réguler. Donc ça là-dessus, il y a pas de sujet. Et ça, c'est même les acteurs du secteur vont le comprendre. Vont le comprendre et l'intègrent déjà. Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où aujourd'hui on parle beaucoup de data, on va aller chercher ceux qui maîtrisent la data et qui la maîtrisent aussi au niveau juridique. Parce que de la data, de l'en trouver en version ouverte, c'est bien, c'est simple, parce qu'on a l'exemple américain très libéral où on a énormément de data disponible. C'est pour ça qu'on a plutôt tendance à penser que ce sont les Américains qui vont être les gagnants et qui seront les leaders là-dessus. Là où l'Europe a de la data, mais souvent maîtrise le côté beaucoup plus fermé de sa data et essaie de la maintenir fermée. Et là où l'Asie a, pour le coup, extrêmement peu de data et donc risque d'être le perdant si on doit aller dans l'intelligence artificielle fournie à partir de data. Donc c'est là où on risque d'avoir des gagnants et des perdants, mais encore une fois, la régulation, elle est obligatoire, elle va aller très vite, elle sera mise très vite sur le devant de la scène, parce que regardez ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies. Ça a été pareil. Tout de suite, on a les régulateurs qui sont arrivés. Attention, on va mettre le haut là. Les banques centrales en ont très vite acheté pour comprendre comment ça marchait, parce qu'elles ont vu qu'il y avait des risques derrière. On aura la même chose pour l'intelligence artificielle et la data. Bon, ça va créer à minima des nouveaux risques de controverse, de réputation pour les entreprises. Elles vont accepter, c'est une régulation peut-être immédiate dès le départ pour essayer d'encadrer l'essor de cette technologie. En fait, je pense qu'on bénéficie de la courbe d'expérience de tous les essors technologiques qu'il y a eu par le passé, où effectivement ça a été fait de manière très libérale, et il a fallu rétro-pédaler pour se dire comment on encadre quand même tous ces abus, tous ces usages qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc ça, je pense que c'est intégré dès le départ. Et je pense aussi surtout qu'on est dans un monde régulé. Oublions l'idée que le régulateur ne s'insère dans aucun secteur. Et on l'a vécu là pendant 3 ans, mais maintenant c'est partout. Je ne suis pas sûre qu'en termes de flexibilité et d'innovation, ce soit une bonne chose. Je pense que les entreprises ont besoin de flexibilité pour pouvoir évoluer et innover. Et ça va peut-être être ça le problème de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on pose des cadres extrêmement restrictif, où on donne la direction aux entreprises de là où il faut aller, comme on est en train de le faire pour l'automobile, en leur disant c'est cette technologie-là qu'il faut utiliser et pas l'autre, la rentabilité ne sera pas la même, c'est certain. Donc les niveaux de valorisation seront peut-être revus. Enfin, pour moi, le régulateur est là, c'est certain, et ça va forcément contraindre ces entreprises-là. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché. Léa Dunanchette, la directrice de l'investissement responsable de DNCA, Alexandre Drabovic, directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management, et Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver les équipes de Clartan Associés pour un décryptage, l'étude d'un cas d'investissement. Et c'est Marc Evgen qui est avec nous ce mois-ci, associé gérant chez Clartan. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup d'être là pour parler du cas MIPS avec vous ce soir. Vous allez nous présenter MIPS. Je me disais, c'est une boîte que je ne connaissais pas avant que vous veniez nous en parler, Marc. Et en même temps, je me dis qu'il y a certains sportifs, fans de vélo, qui connaissent peut-être déjà cette société qui est une société suédoise. C'est ça, Marc? Oui, c'est exactement ça. Alors, ils la connaissent ou ils l'utilisent sans le savoir. Ça, c'est possible également. C'était le cas de mon fils. Ah. Mais oui, alors MIPS, c'est une société suédoise qui est basée au nord de Stockholm, qui a été fondée en 1996. Et qui aujourd'hui est cotée en bourse, qui pèse environ 1,1 milliard d'euros, qui est une société très intéressante, qui propose en fait des solutions de protection intégrées au casque. Les casques de sport, de vélo, casques de moto, mais également casques de protection professionnelle, typiquement casques de chantier. Ah ouais. Donc c'est une small cap suédoise, c'est ça, autour d'1 milliard d'euros, on traduit en euros effectivement. C'est quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Marc? Alors l'année dernière, en 2022, ce qui n'était pas leur meilleure année, c'était qui n'est pas une année de référence alors. C'est pas l'année de référence. D'accord. Elle a fait 500 millions de couronnes, couronnes suédoises de vente, ouais. Une marge opérationnelle de plus de 40% et un taux de distribution de dividendes de 80%. D'où vient MIPS? Quelle est l'histoire? Assez jeune encore, 96, date de création. Qu'est-ce que ça veut dire MIPS déjà? Et d'où sort cette entreprise, Marc? Alors MIPS, ça veut dire Multi-Directional Impact Protection System. Alors, c'est un petit peu barbare. C'est le fruit d'une rencontre entre un chirurgien crânien et un ingénieur suédois qui ont voulu développer un casque plus sûr. Alors, les casques originaux, classiques, ils ne bougent pas sur la tête. Et ils ont pour but de prévenir quoi? Une fracture crânienne. Maintenant, la plupart des chutes, elles ne sont pas linéaires, elles sont obliques. Et là, l'idée, finalement, de ces deux personnes, c'était de créer un casque qui seconde, finalement, le liquide cérébro-spinal que vous avez autour de votre cerveau. Et c'est-à-dire que le casque va bouger de gauche à droite ou d'avant en arrière en fonction de l'impact. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, ça va répartir la pression que peut avoir le cerveau lors d'un impact. Ça offre une réelle meilleure protection, c'est ce qu'il faut comprendre, Marc, j'imagine. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est prouvé, éprouvé. Alors, ils ont 25 ans d'études derrière eux, 60 000 tests en labo, et donc c'est quelque chose qui a été testé et retesté par les équipes de MIPS. C'est quand ils ont apporté ce produit et cette valeur sur le marché, c'était très innovant. Ça reste aujourd'hui une technologie très innovante avec des protections à l'entrée en termes de brevets notamment. Il y a une vraie position défendue par MIPS sur cette technologie. Exactement. Alors, ils ont 12 technologies de protection différentes. Ça représente 50 patentes, familles de patentes, et in fine 300 patentes déposées MIPS. Derrière cette innovation technologique qu'ils ont apportée au marché, quel a été le modèle d'affaires qui a été construit derrière? Alors c'est un modèle d'affaires qui est très intéressant et très, très innovant parce qu'ils ont, pour le marketing, utilisé une approche à la Pentium, c'est-à-dire que les casques qui utilisent la protection MIPS ou l'insert MIPS, vous voyez une petite pastille jaune fluo avec marqué MIPS dessus. Donc on connaît tous le Intel Inside. Maintenant, c'est le MIPS Outside. Ah oui. Oui, c'est pour ça que je disais peut-être que certains fans de vélo reconnaissent aujourd'hui ce petit symbole, ce petit sticker qui fait dire hop, il y a de la technologie dans votre casque. Exactement. Et en fait, ils ont un business model très asset light, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que lors
clients, c'est les producteurs de casques. Alors les Uvex, les Giro, les Bern, ils ont 150 clients parmi les producteurs de casques. Ils ont environ 900 casques, modèles de casques avec des MIPS. Et ils ont outsourcé toute la production. Et en fait, ils produisent à côté des fabricants de casques, ce qui leur permet d'une part d'être très asset-light, c'est-à-dire des marges opérationnelles de plus de 40%, un retour sur fonds propres au-delà de 30%. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez innovant dans leur approche tant de création que de marketing. En termes de répartition du chiffre d'affaires et des ventes, leur empreinte est mondiale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Et puis sur les marchés adressés, c'est vrai qu'ils sont partis alors du casque de vélo, enfin tout le casque dans l'univers sportif notamment. Ça reste leur cœur de marché de ce point de vue-là? Alors, pour l'instant, oui. Alors ça va se développer. Alors d'un point de vue géographique, les États-Unis sont leur plus gros marché, avec 65% d'exposition aux États-Unis. L'Europe, c'est 30%. L'Asie et l'Australie, 5%. D'un point de vue utilisation, tout ce qui est casque de sport, c'est 90%. Ah oui. La moto, c'est 9%. Et les casques de construction ou casques professionnels, c'est seulement 1% pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils disent là sur... Alors, casque de moto, c'est intéressant parce que c'est peut-être un marché à part, j'imagine, dans l'univers des casques en tout cas. Est-ce qu'ils ont quelque chose vraiment à apporter sur les casques de moto et sur les casques de chantier? Là aussi, 1%, ça donne l'idée d'une marge de progression qui peut être spectaculaire. C'est un marché qui peut leur convenir? Alors, à long terme, ils ont des objectifs quand même très demandants, c'est-à-dire qu'ils veulent atteindre les 2 milliards de couronnes suédoises de vente d'ici 2027. 50, donc 1 milliard des casques de sport, 500 millions casques de moto et 500 millions d'un point de vue casques de chantier. Et là, on parle des casques de chantier. Moi, j'appelle ça des casques Playmobil. Oui. C'est super, quand vous avez une brique qui vous tombe sur la tête. Par contre, ce que l'on oublie de voir, c'est que les chutes d'objets, ça représente que 16% des accidents de travail, alors que 60% des accidents de travail sur des chantiers, c'est des chutes. Et ces chutes sont rarement linéaires. Bien sûr. Et je pense aux États-Unis, il y a un réel risque pour la société aussi d'un point de vue litige. Ouais, bien sûr. Et ça coûte très très cher d'avoir des employés qui se blessent au travail. Donc oui, normalement, c'est un marché naturel d'avenir pour eux. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la taille du marché du casque ou des casques d'ailleurs? Je ne sais pas du tout ce que ça représente, Marc. Selon MIPS, aujourd'hui, le marché est environ de 550 millions de casques. D'unités, de pièces. D'unités, voilà. Ouais. Eux se concentrent sur le premium, étant donné qu'un insert MIPS, ça coûte $5. Par contre, pour le vendeur ou le fabricant de casque, il peut augmenter le prix du casque de 10 à $50 lorsqu'il insère un MIPS. Et donc, eux s'intéressent au marché premium. Le marché premium, c'est environ 195 millions d'unités. Et sur ces 195 millions d'unités, il y a 40 millions d'unités de moto, 45 millions dans le sport et 110 millions dans ces casques professionnels. Ouais. Très clair. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan boursier désormais? Alors de l'histoire de MIPS qui est coté à Stockholm, essentiellement, c'est ça, voilà. Marc? Ils sont au Stockholm Nasdaq Exchange. Ouais. Alors ils ont une croissance de leur chiffre d'affaires qui était explosive entre 2016 et 2021. Ils ont eu une croissance de 45% des ventes, 80% par année de l'EBITDA. Est arrivé le Covid qui a encore accéléré la chose. On a eu un phénomène de surstockage dans les vélos, dans les casques, etc. 2022 a été une année un peu difficile. Si on regarde l'ensemble de l'année, vu que les ventes ont baissé de 7%, maintenant, si on regarde séquentiellement, on voit qu'au deuxième semestre, les ventes ont baissé de 45%. Donc, il y a vraiment... Un retour, un setback, un vrai... La digestion des... Mais bien sûr. On a ce même phénomène encore ce premier semestre. Alors, les ventes au premier trimestre étaient en recul de 35%. Et on devrait arriver au bout de ce stock à la fin de l'été. Et avec des perspectives qui sont quand même
plutôt intéressante. Ils ont réitéré leur objectif qui est de croître de 27% jusqu'à 2027. Et le cours boursier, il a suivi un petit peu la tendance. C'est un cours qui est passé de 200 à 1200 couronnes. Spectaculaire. En quelques années, hein, c'est ça, à peine. En 2 ans. En 2 ans, x6 en 2 ans. Voilà. Pour revenir à 300. Ouais. Et maintenant, on est en train de se stabiliser. Cette période d'extra-croissance est un peu passée. Maintenant, aujourd'hui, il se traite à 500, 550. Alors, c'est un stock qui est très volatile. Et de ce fait, il faut vraiment... il faut y aller avec parcimonie, on va dire ça comme ça. Le poids dans la gestion de la position, la pondération, etc., sont des éléments, j'imagine, importants, effectivement, aujourd'hui. Voilà, et surtout le niveau d'entrée, parce que c'est une action qui se traite quand même à un multiple de 42 fois, donc c'est pas donné. Par contre, s'ils délivrent sur la croissance, il y a vraiment un boulevard devant eux dans tout ce qui est protection. C'est justifié, à notre avis. Effectivement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités, de secteurs d'activité ont connu le boom Covid et le retracement parfois très, très appuyé de plusieurs dizaines de pourcents, en l'occurrence, en matière de vente, de chiffre d'affaires, de dynamique commerciale. Eux, ils n'ont pas... C'est un blip, quoi. Ils n'ont pas de doute sur les méga-trends porteurs qui soutiennent leur activité à terme. Le vélo, il y a eu un moment quand même de révélation du vélo qui est allé chercher des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs, des populations qui n'avaient peut-être pas envisagé il y a quelques années de se mettre au vélo électrique, pour dire les choses simplement. Ça, c'est un phénomène qui compte, j'imagine, pour eux. Alors, il y a clairement le trend du vélo électrique, parce que effectivement, lorsque vous achetez un vélo classique, vous protégez, et encore, il y a seulement 30% des personnes qui mettent un casque à vélo. Par contre, le vélo électrique, quand vous roulez à 30, 40 km/h, vous protégez un peu plus. Et puis, le prix du vélo est quand même plus important. Donc, vous êtes peut-être un peu moins regardant sur le prix du casque également. Concrètement, comment vous gérez la position chez Clartan? Donc, il est dans la stratégie Small et Mid Cap, hein, c'est ça, de Clartan, Marc, le titre MIPS. Vous le dites, il faut bien soigner son point d'entrée. Donc, vous avez essayé d'attraper la valeur au plus bas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez essayé de ne pas la payer à 1200 couronnes l'action. Typiquement, alors c'est une valeur qu'on aime bien et qu'on a suivie depuis longtemps et qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup trop cher pendant très longtemps. On a commencé à monter une position lors du retracement. Donc, on n'a pas eu le bas du bas. Par contre, on l'a eu autour des 400 couronnes. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des retracements, on en rachète un petit peu. Mais ça reste une position relativement petite dans notre fonds Small et Mid Cap parce que c'est très volatile et parce que ça reste cher et qu'on est encore dans cette phase de digestion finalement de ces stocks. Merci beaucoup Marc, merci d'être venu nous parler de MIPS. C'était l'étude de cas d'investissement que nous vous proposions ce mois-ci avec les équipes de Clartan Associés et Marc Evgen qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, associé gérant de Clartan. Voilà pour cette émission, excellent week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.